Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Lynne Drouin à l'effet papillon. Il y a un beau tapis blanc ce matin sur Lévis, la Beauce, Québec, plusieurs régions du Québec. C'est tellement beau. Écoutez, je vous souhaite une super de belle journée. L'émission, nous avons ici une émission hebdomadaire qui vous inspire à prendre votre envol et qui est diffusée sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Pour les 2 prochaines heures, vous êtes en compagnie de votre animatrice Lynne Drouin ainsi que mes invités. Au programme aujourd'hui, c'est même malgré la neige, c'est toujours la neige pour moi c'est lumineux, c'est beau, c'est féerique et c'est comme si on avait un beau rayon de soleil en studio ce matin parce que j'ai une première invitée qui s'appelle Madame Chantal Beaumont qui viendra discuter de son parcours, des thèmes de la libération de l'être, l'hypersensibilité, la sexualité sur les plans spirituels et vibratoires. Et à la deuxième heure, je vous présente un extrait d'entrevue que j'ai réalisé avec Monsieur Alex Saraf, un psychopédagogue et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. Je termine ensuite en vous partageant mes trouvailles et coups de cœur littéraires. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ben oui. On est prêts, hein, Chantal? Oui. On part aujourd'hui, on part pas avec les ailes du papillon, on part en traîneau. Et voilà, c'est parti. Bonjour et bienvenue, Chantal Beaumont, qui est venue de Saint-Joseph ce matin. Comment c'était la route? Ah, la route, une chance que j'ai, regarde, je me garde tout le temps, j'ai tout le temps les meilleurs pneus qui existent, donc j'étais en sécurité, mais c'est sûr que c'était pas des conditions à rêver. Faut prendre son temps, faut pas être stressé. Ah, c'est ça, c'est magnifique. Ben oui, c'est féerique, c'est grandiose, mais il faut être prêt, il faut prendre son temps. Alors, Chantal, j'aimerais te présenter officiellement à nos auditeurs parce que tu fais beaucoup de choses et tu as beaucoup de sujets qu'on peut parler. Je suis certaine qu'on pourrait parler tout un avant-midi avec toi, toute une journée, sans problème. Tu es quelqu'un qui est vraiment dynamique, spontané. Vous allez voir, vous allez découvrir une belle âme aujourd'hui. Donc, Chantal Beaumont, qui est une autodidacte, hypersensible et empathe, qui a transcendé les épreuves de sa vie, c'est ce qui lui a permis de définir son rôle. Elle est consultante, conférencière et auteure en développement personnel. Notre invitée est spécialisée en hypersensibilité, instabilité émotionnelle, sexualité et dans les relations familiales. Elle se passionne pour les neurosciences et par le fait même de la puissance de l'esprit humain. C'est un beau sujet, j'adore les neurosciences aussi. Elle a découvert les bienfaits libérateurs du moment présent et de l'amour inconditionnel. C'est pourquoi elle a choisi de devenir guide en libération de l'être. Qu'est-ce qu'un guide en libération de l'être, Chantal? Ça m'intrigue. Eh bien, en tant qu'hypersensible, j'ai adopté le comportement que bien des hypersensibles développent, celui de l'autoprotection. Donc, étant hypersensible, on perçoit énormément de choses, on est fragile, on est hyper émotionnel, donc on a tendance à vouloir se protéger, se cacher et surtout se blinder. Donc, je l'ai vécu comme ça et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça. Par contre, on n'est pas ce don-là, cette capacité d'hypersensibilité-là pour se cacher. On est là pour aider les gens, pour se connecter aux gens et c'est dans la découverte que, hey, wow, j'ai le droit de c'est beau pleurer, c'est beau rire, on a le droit de se mettre en colère, donc de se donner le droit de vivre l'ensemble des émotions. Pour moi, j'ai fait le constat que c'est essentiel et vital. Donc, pourquoi guide en libération de l'être, c'est que je veux inciter les gens à se donner le droit d'être et de toutes les facettes. Là, il y en a qui se donnent le droit de rire, mais qui se sont jamais mis en colère après personne. Et c'est les blocages émotionnels que ça crée dans le corps qui deviennent des maladies, de la douleur. C'est nocif, c'est destructeur, là, assez incroyable. Là. Surtout pour un hypersensible qui son rôle est de canaliser et non pas de stocker tout le mal-être de soi et des autres, dans le fond. Donc, tu te considères comme une hypersensible. Quand est-ce que tu as compris ça, que tu étais une hypersensible, toi, dans ta vie? Ben, je l'ai découvert de par mes capacités d'autodidacte et de par mon hyper-émotivité. Parce que les caractéristiques d'un hypersensible, il y a plusieurs volets. Donc, c'est Helen Aron qui a découvert, qui s'est mis à étudier le concept là, dans les années 80-90. Elle a développé le concept de l'hypersensibilité et elle a trouvé que ça se définissait en 4 caractéristiques bien définies. Donc, la profondeur de réflexion. Donc, le fait d'être hypersensible, on reçoit énormément d'informations. Tous nos sites, tous nos sens
perçoivent de manière excessivement, on s'attarde aux détails et tout ça. On prend vraiment tout à cœur. On perçoit toute l'information qu'on voit, elle rentre. Elle passe pas inaperçue. Elle rentre dans le corps, elle rentre dans nos émotions, dans le cœur. Elle va rentrer l'information, qu'elle soit émotive ou simplement des caractéristiques, ça va rentrer dans le corps. Et on a une capacité de profondeur de l'information et de faire des corrélations à partir de ce qui rentre. Ce qui est rentré versus ce qui rentre maintenant. Est-ce que il y a des informations qui seraient bonnes à corréler et tout ça. Donc, c'est la profondeur de l'information qui rentre. Bien sûr, une surstimulation des sens. Donc, on perçoit énormément d'informations. Donc, ce qui arrive quand on est un enfant hypersensible, ben il y a bien trop d'informations. On n'a pas encore toutes les connexions neuronales qui sont faites pour être capable de corréler toutes ces informations-là, de digérer l'information qui rentre. Donc, souvent, ben ça va être interprété comme des maladies de TDAH et des choses comme ça, tout simplement parce qu'il y a excessivement d'informations qui rentrent et sont pas capables encore de le gérer. Donc, toi, tu l'as senti jeune, je suppose, cette hypersensibilité-là. T'étais-tu consciente? T'étais plus sensible que les autres, disons? Ah oui, oui. Ouais. Ben, je riais, je pissais dans mes culottes, je pleurais ma vie, mon corps, je transpirais quasiment. Je me mettais en colère et la colère, c'est une émotion sur laquelle j'ai eu de la misère à me donner accès. Donc, je la freinais chez moi, à la maison. Mais quand je sortais de la maison, j'explosais. Donc, je me battais. Puis là, t'avais les parents des amis qui disaient, hey, là, votre fille, là, elle vient de me tapocher. Puis, tu sais, dans le fond, ma mère a dit, vous êtes sûr, vous parlez de la bonne Chantal? Parce que j'étais vraiment, chez nous, je freinais au maximum, puis à l'extérieur, j'explosais. Donc, c'est ce qu'on appelle quelqu'un d'intense. Oui, oui, oui. Justement, c'est une des caractéristiques de l'hypersensible, c'est l'intensité de ses réactions face à toutes les stimuli. Puis, moi, j'ai eu la chance, avant que tu viennes en studio pour faire l'entrevue, de lire ton manuscrit de je pense que c'est ton premier livre que tu vas publier bientôt. Oui. Tu prévois de le publier en 2019? En 2019. Son titre, c'est? Choisir le présent pour l'amour de la vie. OK. Tu m'as donné l'opportunité, vraiment, c'est un privilège d'avoir lu le manuscrit de ton premier livre. Puis il y a un passage qui m'a vraiment, vraiment bouleversée. C'est une démarche que tu as entreprise et qui permet aujourd'hui de faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu le mentionnes dans le livre. Si tu es ce que tu es aujourd'hui puis ce que tu fais, c'est à cause de cette démarche-là que tu as faite. C'est les épreuves que tu as vécues, puis tu as voulu te libérer d'un traumatisme du passé. Ben, j'aimerais ça que tu le racontes au lieu que moi je le dise dans mes mots. J'aimerais ça que tu t'en parles aux auditeurs parce que c'est tellement... c'est une belle démarche de pardon, mais fallait être prête pour le faire, mais c'est quelque chose. Puis j'aimerais ça que tu parles de ce parcours-là aux auditeurs. Quand j'en parle à ceux qui l'ont vécu, ils me traitent toutes de folle, puis que ça se peut pas. Non. Je l'ai faite. Dans le fond, ce qui s'est passé, mon histoire, c'est que parmi les épreuves que j'ai vécues, à travers les dépressions, puis les ci, puis les ça, j'ai vécu une agression sexuelle à l'âge de 15 ans. Et oui, à l'époque, ça a été une épreuve traumatisante, ben oui. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie et c'est ce qui fait que je suis capable aujourd'hui d'aider les gens à transcender leurs expériences. Comment je l'ai vécu? Ça m'a pris 25-30 ans à peu près faire l'apprentissage. Donc, c'est sûr qu'on passe par plusieurs étapes. On se rejette soi-même, on se fait du mal, on se manque de respect parce qu'on se dit, garde, finalement, si lui il a le droit, garde, donc on se manque énormément de respect, on se manque après ça tu te mets à faire des pharyngites, puis perdre la voix. La dernière fois que j'ai perdu la voix, j'ai perdu pendant 6 mois. Je me suis dit que je dois avoir quelque chose à dire parce que là je commence à avoir envie de parler. Tabarnouche, mon corps m'a vraiment dit, garde, tu veux pas parler? On va m'organiser pour que tu aies envie de parler. À un moment donné, j'étais beaucoup dans l'auto-observation. Je me suis dit, comment je peux apprendre dans la vie? Et très jeune, même quand j'ai vécu ma première dépression, quand j'étais adolescente, je l'ai vécu, je suis pas allée voir un docteur me shooter aux pilules, j'ai vraiment été dans l'observation. Puis là, je me regardais pleurer en écoutant les pierres à feu, puis là, je me disais, il y a tout quoi qui marche pas! Mais j'étais vraiment dans l'auto-observation. Je pense que c'est ce qui a fait étape aussi. Que j'ai été capable de faire des apprentissages de ce que je vivais, de toutes les épreuves que je vivais. Et cet apprentissage-là,
quand j'ai investigué au niveau de l'agression sexuelle, j'ai fouillé sur colique, il doit y avoir quelque chose là. Pourquoi est-ce que je me sens encore après 25 ans aussi petite et aussi minable et aussi vulnérable et aussi fragile et que j'aime tellement pas ce côté-là hyper sensible. Donc qu'est-ce qui fait que je me sens encore comme ça? Et je me disais, on avait des retrouvailles parce que quelqu'un avec qui j'étais allée à l'école et tout ça, donc j'appréhendais de le revoir et je l'ai recroisé dans la rue quelquefois. Puis ça me virait à l'envers. Je me suis dit non, il doit y avoir quelque chose qui va faire que ça me virera plus à l'envers. Et donc j'ai investigué, je me suis observée beaucoup et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien apprendre de ça? Et je me suis dit, crif, aujourd'hui, je suis capable d'aider le monde à passer au travers de ça. L'acceptation, c'est pas assez. L'acceptation, c'est pas assez. Je me suis dit, j'avais besoin d'apprendre à parler. J'ai pas parlé. J'ai vraiment pas parlé à ce moment-là. J'avais besoin d'apprendre à me connaître. Je me connaissais pas quand j'ai vécu cette expérience-là. Je connaissais ni moi, ni la personne avec qui j'étais. Donc, il y a des besoins qui servent à nous nourrir. Puis je me suis dit, colique, ça m'a permis d'apprendre à aimer la partie de moi qui était vulnérable. Puis, il y a comme un effet tac au tac qui s'est fait dans ma tête, qui m'a frappé comme un mur de béton, qui a dit, colique, si j'avais quelque chose à apprendre dans ça, j'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin d'un agresseur pour me faire vivre cette expérience-là. Et ça a fait, ouf! Puis, étant donné que je suis une professionnelle de la culpabilité, je me suis encore replongée dans la culpabilité. Puis je me suis dit, colique, j'ai eu besoin de quelqu'un que je méprisais autant. Je l'ai détestée, cette personne-là. Puis je la côtoyais. Je voyais qu'elle avait une vie sociale. Je disais, j'avais envie que tout le monde déteste cette personne-là. Donc, j'ai envoyé énormément d'énergie négative sur cette personne-là. Puis je m'en suis voulu. Mais en même temps, à un moment donné, tu te dis, crif, merci. Merci, j'ai été capable maintenant de faire mon apprentissage après 30 ans. J'accorde que ça a été long, mais j'ai été capable de faire un apprentissage qui me permet maintenant d'aider les gens. Donc, un jour, j'ai dit merci à cette personne-là, à l'intérieur de moi. Et viscéralement, j'ai ressenti ce merci-là tellement fort que une nuit, j'ai rêvé à lui. Et j'ai rêvé qu'on était ensemble, un à côté de l'autre. J'ai pris son bras et je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu chez cette personne-là toute la fragilité, la vulnérabilité, la tendresse, toute la petitesse que lui aussi avait à l'intérieur de lui. Et je nous ai aimés en tant qu'explorateurs de la vie. On était là pour vivre quelque chose et en faire tirer un bénéfice et enfin que ça sorte. Que les gens arrêtent de vivre cette expérience-là pour la comprendre. Si les gens finissent par en parler de ce qu'ils vivent, ils vont arrêter. On a une curiosité évolutive. On est des humains. On est ici pour explorer l'humanité. On est ici pour explorer la vie, les émotions, les expériences. Puis ceux qui se font agresser se cachent. Donc, il y en a plein qui reviennent pour comprendre ce phénomène-là. Donc, tant que les gens n'en parleront pas de cette blessure-là, de qu'est-ce que ça génère, et encore mieux, de l'apprentissage que ça provoque, la beauté de se donner, d'avoir eu l'opportunité de se connaître encore plus, de s'épanouir à travers une expérience. C'est le sujet de mon deuxième livre, Le Cacao. Donc, connaître, aimer, communiquer, accepter et s'observer. C'est les 5 concepts qui permettent d'évoluer. Donc, si on ne vit pas l'expérience, on peut pas se développer, on peut pas apprendre, on peut pas se découvrir. Et c'est dans cette expérience-là que j'ai trouvé ça. Mais ça, c'est la première étape. Je sais que tu as fait autre chose, là. C'est ça qui est grandiose, là, après, là, parce que tu aurais pu rester comme ça puis continuer ta vie. Mais tu as fait une autre étape qu'on entend très rarement. J'aimerais ça que tu racontes ça. Donc, quand j'ai vécu mon rêve et que j'ai pris cette personne-là dans mes bras, j'ai ressenti vraiment une libération incommensurable, là, ça a été grandiose. Mais je suis une curieuse, vraiment une gourmande évolutive et j'avais besoin de savoir est-ce que c'était juste dans mon rêve que j'allais vivre ça. Et j'ai repris contact avec la personne.
avec Facebook, c'est facile de trouver n'importe qui. Donc, j'ai repris contact avec la personne. Je voulais avoir sa perception, parce que je sais que la vie est toute une question de perception. Moi, je l'ai vécu comme une agression. Lui, il l'a vécu comment? Donc, j'avais besoin de savoir l'autre côté de l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Lui, ça l'a tiré à terre. Tu l'as contacté par Facebook en y envoyant un message. C'est ça. Mais les premiers messages, il devait se demander, elle veut m'envoyer en prison, je sais pas quoi, là. En effet. Puis c'est quand même quelque chose. C'est d'ailleurs la réaction, parce qu'au début, lui, ça l'a saisi. Il dit, moi, je suis pas là-dedans du tout. Ça m'a pris un bout j'ai cheminé là-dedans, puis je suis pas dans cet état-là. Il était curieux, il a été je demandais où est-ce que je voulais en venir avec ça, pourquoi je reprenais contact avec lui, et lorsqu'on s'est fixé rendez-vous et qu'on s'est rencontrés. Pour vrai en personne. Pour de vrai en personne. Ça a duré plusieurs mois. Ça a pris plusieurs mois. Ça a pris plusieurs mois. J'ai respecté son cheminement là-dedans. Mais dans mon premier message, je lui disais que j'étais une ex-victime qui désirait le libérer de son rôle d'agresseur. Parce que pour moi, ça a été un agresseur pendant 25 ans et j'avais envie de briser ce lien-là. Parce que c'est ça qui crée l'obsession. C'est le lien qui se crée dans notre tête, bien sûr, avec l'autre personne. Alors oui, on a repris contact ensemble. On s'est vu au restaurant. Je l'ai vu. Je lui ai sauté au cou. Ça a été spontané chez moi. J'avais besoin d'être en contact avec cette personne-là. Et lui m'a avoué qu'il était curieux. Il est juste venu par curiosité parce qu'il savait aucunement à quoi s'attendre, si j'allais le piéger, me venger, ou peu importe. Puis quand il a vu à quel point je voulais aider les gens, il dit, garde, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Je dis, on n'a pas vécu ça pour rien, mais il faut que ça serve maintenant. Mais lui, quand tu as posé la question, parce que tu voulais savoir sa version, c'était quoi sa version? Comment tu l'as conçu? Qu'est-ce que tu as appris dans cette démarche-là? Ça a été vraiment de comprendre qu'on était deux innocents à la découverte de notre sexualité, à la découverte de notre corps. Et moi, paniquée dans la perte de contrôle, j'ai déserté mon corps, je suis sortie. J'ai eu ma première expérience extracorporelle, mais je suis sortie, toutes les flashs, la mémoire que j'ai, je me vois au-dessus de nous. Et lui, il était totalement absent, il était tilté. Il a perdu le contrôle de la même façon que moi, j'ai perdu le contrôle, incapable de parler, incapable de bouger, j'ai figé littéralement, incapable de parler, de bouger, de faire quoi que ce soit. Oui, j'ai été réticente, je me souviens avoir fait des mouvements de répulsion, mais lui, était totalement hors de contrôle. Un adolescent, c'est hors de contrôle. Et on va en parler un peu plus tard du volet sexualité, là. Donc, l'hypersensibilité combinée à la sexualité, les hormones et la curiosité, les pulsions que ça provoque. Ben, sans l'excuser, là. Ça a dégénéré. Je veux dire, cette démarche-là, t'as appris quelque chose. Oui. T'as appris quoi? Qu'on est tous des explorateurs. On est tous en train d'apprendre à se connaître, à se découvrir, à connaître nos limites, à connaître nos besoins, à connaître nos objectifs. Donc, c'est vraiment de définir qui on est et ce qu'on cherche. Puis maintenant, ça fait-tu quelques années de cette démarche-là? Que je l'ai rencontré, on s'est croisés en avril 2018, qu'on s'est revus. Donc, c'est quand même relativement récent. Oui, c'est ça. Puis, on est en processus, là, parce que moi, je veux vraiment développer des conférences que je vais faire dans les écoles. Je vise vraiment, là, d'aller intégrer dans les polyvalentes, le volet hypersensibilité versus la sexualité. C'est un phénomène montant et l'importance de se connaître et de se respecter, de s'aimer, développer des trucs de communication pour quand quand t'es craqué, tes hormones, t'es pas capable de dire non, t'as pas envie de dire non, mais t'es curieux, puis en même temps, tu vois que ta limite, elle s'en vient. Donc, d'être capable de la définir et de l'exprimer. Puis aujourd'hui, avec qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je veux dire, c'est comme s'il y avait plus de limites. On ne sait pas c'est quoi nos repères. Les jeunes d'aujourd'hui se connaissent pas plus que nous à l'époque, là. Tu sais, ils se laissent influencer, ils ont plein de modèles différents. Fait que c'est tellement important d'en parler. Mais quand tu l'as contacté, parce qu'il a dit comment je peux t'aider, ça en est venu à quoi finalement? Parce que je pense que tu as un projet de présenter tu veux présenter quelque chose, mais lui, il va-tu être là-dedans? Non, bien sûr. Moi, ce que j'aurais aimé idéalement, là,
Mon idéal, c'était que quand on a repris contact, j'aurais voulu filmer cette reprise de contact-là. Je comprenais que c'est pas tout le monde qui vit dans l'acceptation de la même façon que moi, et je voulais quand même préserver son anonymat. Donc, on s'est revus. Par contre, là, je lui ai demandé d'écrire une lettre à cet homme, à cet enfant-là, à cet adolescent-là, sachant qu'il s'en allait chambouler la vie d'une femme pendant 25-30 ans. Donc, c'est qu'est-ce qu'il aurait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait aimé savoir? Qu'est-ce fait? Il est en train. Il m'a dit, regarde, je te reviens dès que c'est fait, mais je comprends que le processus peut être long. Ben oui. Mais c'est ça. Parce que je veux, dans la conférence que je veux monter pour les polyvalentes et tout ça, c'est vraiment de la lire, cette lettre-là. Même dans ton livre, ça serait... Ça finaliserait, ça fermerait la boucle de cette démarche-là, en fait. Là. Oui. C'est quand même quelque chose de... Quelle force tu penses que tu avais pour oser aller un peu plus loin que ce que les gens vivent habituellement? Parce que tu l'as pas dénoncé, mais tu es allé à sa... à l'époque, je l'avais dénoncé. Ah, tu l'avais dénoncé? Oui, parce que quand ma mère l'a su, elle m'a vraiment incité fortement à les dénoncer. Donc oui, j'ai entamé des démarches. Puis finalement, j'ai laissé tomber parce qu'encore une fois, il faut que tu le racontes à 25 000 personnes. Le 3/4 te croit pas. Parce que à cette époque-là, c'était dans les années 80, fin 80. À cette époque-là, il y avait un principe inversé que les filles se servaient de ça pour faire des dommages à des gars. Donc, il y avait beaucoup de fausses déclarations. Donc, c'était devenu difficile de faire le discernement entre les vraies et les fausses. Donc, à prime abord, souvent, quand on va vers la justice ou vers les ressources, on n'est pas cru. Donc, c'est pas une démarche évidente pour une adolescente, tu sais. Donc, mais moi, ce qui m'a poussé au-delà Parce qu'il fallait que tu aies une force, tu es hypersensible, mais tu as une grande force en arrière de ça là, pour avoir osé vouloir te libérer, parce qu'il faut le vouloir, là. Tu sais, il faut vouloir cesser d'être victime. Oui. Puis prendre sa vie en main. C'est qu'est-ce qui t'a mené à sortir ça, là? Je pouvais... J'avais compris que j'avais un rôle à jouer. J'avais compris que si je voulais aider les gens du mieux que je pouvais, il fallait que je continue d'être curieuse, pas juste pour moi, mais pour les autres. Découvrir de quelle façon je pouvais aider le mieux possible autour de moi. Passer de victime à héros, c'est pas un déclic évident à faire. Par contre, il est vital. Et c'est ce qui fait qu'on va évoluer. C'est ce qui fait que l'humain va évoluer, progresser, arrêter de se cacher de nos expériences. Des premières fois, on va en avoir toute notre vie. Mais tant qu'on n'acceptera pas de pas savoir ou de ne pas avoir su, c'est ce qui va nous nuire à nous et à l'humain comme tel. Moi, je pense, là, Chantal, c'est l'amour de l'humain qui t'a poussé à faire ça, parce que tu le dis depuis tantôt, tu veux aider les gens autour de toi. Je pense que c'est l'amour de l'humain, tout simplement. Ça se peut-tu? Oui, ben mon côté empathe, qui émane de l'hypersensibilité, mon côté empathe, dans la conscience que tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on vit, peut nous servir. Si on s'en sert pas, puis si on n'est pas conscient qu'on peut avoir un impact sur les gens, on se prive nous et on prive les autres autour de nous. De tout. Donc, je reviendrai plus tard là au niveau de l'authenticité, mais c'est vraiment de se donner le droit d'être qui va donner l'opportunité aux gens d'avancer puis d'évoluer. Puis oui, c'est ma passion. Oui, c'est ce que je veux. Puis oui, j'aime les gens. On le voit. Écoute, c'est vraiment, j'apprécie énormément cette confiance-là que tu as de te livrer ainsi, de partager cette démarche-là. C'est vraiment touchant. Puis après la pause, on va s'en aller à la pause, on va parler de l'hypersensibilité, on va parler de la sexualité. Tu sais, on va comme débroussailler tout ça parce que on veut pas que ça arrive à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin avec ça? Dans le fond, on veut découvrir qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu veux partager avec les gens. Oui. Fait qu'on vous revient tout de suite après la pause. Merci beaucoup, Chantal.